Bonjour à tous, ici Mike et à mes côtés il y a le seul, l'unique, le très célèbre Monsieur Chou. Bon, célèbre peut-être pas, mais bon, Ben, enfin, t'aurais préféré Illustre Inconnu? ouais, à la limite, oui. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Donc, il y a un nouveau pay-per-view qui arrive encore. Ça va très très vite. On dirait que c'était quasiment la semaine dernière qu'on a fait notre dernière prédiction. C'est pas faux, c'est pas Mais, faux. mais juste avant de les faire, on va parler de deux autres sujets qui ont circulé dans les derniers jours. Premièrement, Sting serait intéressé à rejoindre la WWE. Et ouais, bah c'est ce que tu m'as dit. Donc avant qu'on en Oui. puisse en parler en privé, je me suis dit que c'était plus sympa d'en parler comme ça lors du podcast. Mais Oui, ben je veux, je suis un peu, comment dire, je sais pas vraiment, parce que ça a déjà été annoncé de plusieurs fois, si ma mémoire est bonne, donc Mais là, ce qu'on dit, c'est que apparemment qu'il soit une partie des montages des plus grands champions du monde qu'il y a eu la semaine dernière à Raw, c'était pas un hasard parce qu'il aurait fait savoir à la WWE qu'il était intéressé à les rejoindre. ok. Bah apparemment c'était déjà prévu pour WrestleMania de cette année, non? Mais c'était surtout, je pense, une rumeur qui avait couru. Je sais pas s'il était intéressé de son côté. Mais là, ce qu'on sait, c'est que son contrat se terminerait pour après Bound for Glory le 20 octobre. D'accord. Puis d'après le site F4W Online, les chances seraient assez bonnes de le voir à la WWE. Ok, mais j'ai lu aussi que du côté de la TNA, ils ont quelques problèmes pour payer leurs lutteurs. Donc ce serait peut-être aussi pour ça que qu'ils seraient intéressés, peut-être, non? Oui, peut-être, ça serait possible parce que j'imagine qu'il doit quand même coûter beaucoup d'argent. Fait que peut-être qu'il lui fait partie de ceux qui sont en retard aussi. C'est bien possible, ouais. J'ai lu hier qu'apparemment en novembre dernier, Triple H aurait laissé savoir qu'il voulait absolument que Sting signe avec eux parce qu'il voulait l'inclure premièrement dans des coffrets DVD. Il voulait aussi en faire une figurine, puis il voulait aussi l'ajouter au temps de la renommée. Bah, dans un sens, c'est vrai que le pas le voir dans le Hall of Fame, c'est un peu étrange. Mais en même temps, on peut comprendre. Il est avec une autre compagnie. Bon, ça à la limite, on peut comprendre. Oui, surtout aussi qu'il n'a jamais travaillé à la WWE aussi. Exactement. Exactement. C'est surtout, Mais je pense qu'il n'a jamais voulu travailler à la WWE. ben, c'est surtout qu'au début, quand il était plus tout public, lui, il était surtout lié à la WCW puis voulait leur rester fidèle. Une fois que la WCW a fermé ses portes, la WWE était plus 13 ans et plus, on pourrait dire. Fait que lui, ça l'intéressait pas d'aller dans une compagnie de ce genre-là. Mais maintenant que la WWE est revenue un peu à un contenu public pour les plus jeunes, ça pourrait l'intéresser peut-être. Je pense que lors de la fermeture de la WCW, c'était surtout une histoire de contrat. Et je m'explique par là, il me semble que c'était l'un des lutteurs qui n'était pas payé par la WCW, mais par Turner, je sais pas trop quoi. C'est Time Warner. Voilà. Donc il me semble en fait que c'est pour ça qu'il n'a jamais eu de run à la WWE lors de la fermeture de la WCW. C'est parce qu'il était déjà sous contrat, donc il aurait fallu attendre que son contrat expire, ou alors lui donner beaucoup d'argent encore à Ted Turner pour racheter le contrat de Sting et d'autres lutteurs en fait. Ben, moi, ce que je disais, c'est que pour la vision de la compagnie qui était plus osée, je pense que j'avais entendu ça dans une entrevue il y a plusieurs années. Là, je l'ai pas sous les mains pour la présenter le lien pour que les fans puissent aller les voir, mais il me semble qu'il avait dit ça. Ok, moi je pensais que c'était tout Surtout simplement une histoire de contrat, mais bon. parce qu'on sait qu'il est quand même religieux, Sting, fait que peut-être que ça a un lien avec ça Ah, aussi. je savais pas ça, je savais pas du tout, tu vois. Oui, il est très croyant. Oui. Ah, ok, je savais pas. Donc, si, en admettant que ça soit vrai, puis qu'il rejoigne la WWE, c'est qui que tu voudrais voir affronter, toi? Bah, déjà, s'il il rejoint vraiment la WWE, ce serait bien qu'on le voit pas non plus chaque semaine, tu vois, qu'il ait un contrat d'une année, un peu comme ce qu'ils ont fait avec le Rock ou Brock Lesnar, on le voit de temps en temps pour monter une grosse rivalité. Et je, Ouais, surtout l'âge qu'il a, il a 54 ans, donc oui, oui, à temps plein, ça serait surprenant. mais je pense vraiment que ce sera certainement une rivalité contre l'Undertaker. C'était déjà, Oui, c'était déjà annoncé l'an passé lors de WrestleMania et je pense que. oui, un combat que les gens veulent voir depuis plusieurs décennies. Ben, oui et non, mais je pense que ça paraîtrait cohérent en fait que ce soit contre lui. Parce qu'en regardant un peu le roster, je vois pas. Bien sûr, il y a des légendes, il y a des grands noms à la WWE, mais je vois pas contre qui pourrait lui donner vraiment
un match comme ça et que ce soit vraiment cohérent. Donc, Je sais pas pour toi, mais contre CM Punk, ça pourrait peut-être être intéressant. Oui, Non. oui, bah oui et non. Je sais pas. Je pense que ce serait plus intéressant de mettre, de le faire sans être méchant, de le faire lutter contre quelqu'un de son âge. Parce que j'ai souvenir du Hulk Hogan contre Shawn Michaels, c'était à SummerSlam il y a quelques années. Waouh. Déjà, je suis ni fan de l'un et de l'autre, mais Mais il y a aussi... Qu'est-ce qui avait gâché le combat du SummerSlam? C'est surtout que Shawn Michaels avait fait fait jouer son ego parce qu'il voulait pas qu'Hulk Hogan paraisse bien, fait qu'il vendait en surplus les prix, c'est pour ça. Peut-être le combat aurait pu être meilleur si Shawn aurait mis du sien. Ah, parce que là, c'était... Waouh. À chaque coup de poing que Hogan y donnait, Shawn Michaels, on aurait dit qu'il touchait les 4 coins du ring en faisant la toupie. C'était n'importe quoi. Je me souviens de ce match, c'était... Je sais pas pour toi, mais je trouve que c'était encore pire que le Poke of Doom. C'était encore plus lamentable parce qu'en fait, l'histoire du Poke of Doom... D'ailleurs, c'était un plan dans les deux, avec les deux, ouais. En fait, on pourra en parler brièvement, histoire d'expliquer un peu ce que c'était, peut-être, non? Ben, c'était, je pense, au premier Nitro de 99, je suis pas sûr de l'année, mais c'était avec Kevin Nash et Hulk Hogan. Puis, le combat s'était terminé par un simple toucher du doigt de Hulk Hogan sur Kevin Nash, je me souviens bien. Puis, Kevin Nash était couché pour la victoire de Hulk Hogan. C'était bien ça. Et c'était un match pour le titre, donc nouveau champion, c'était Hogan. Mais c'était un peu inspiré d'un combat qu'il y avait eu en décembre 97 entre Shawn Michaels et Triple H aussi. Ah oui. Mais enfin là, c'est encore plus lamentable que cette histoire parce que le match, il a quand même duré près d'une vingtaine de minutes. Ouais. Si à la limite, si tu veux vraiment rendre les fans furieux, fais-le sur une très courte durée, fais-le pas sur 20 minutes. Mais ça, c'est... Je sais pas pourquoi que Shawn est aussi peu professionnel, surtout qu'il avait dit à cette époque-là qu'il avait changé par rapport à ses vieilles habitudes. Là, on aurait cru voir le vieux Shawn Michaels de 94-95. Le Shawn Michaels qui perd son sourire et qui s'en va. Ouais, exactement. Ah, le bon vieux Shawn Michaels. Donc, on va continuer avec les débuts de la famille Wyatt qui sont survenus à Raw cette semaine, ou plus précisément hier, au moment qu'on a enregistré cette émission-là. Je sais pas si tu as vu un peu ce qui s'est passé. Alors, faut savoir que le Raw d'hier, je l'ai toujours pas vu en entier, mais je me suis précipité pour voir le segment. Ok. Et j'ai trouvé ça étonnamment bon. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais... Mais déjà, leur façon d'arriver, j'ai trouvé ça original avec la lanterne. C'était sombre. Bah, et puis même au niveau des petites vignettes, c'est toutes petites vidéos de 15-20 secondes qu'ils ont fait circuler depuis quelques temps. Je trouve que ça apportait quelque chose d'assez inattendu, quoi. C'était quelque chose que tu avais forcément envie de voir, en fait. Mais déjà, moi, j'aime ça voir les vignettes des semaines avant que l'auteur arrive pour nous permettre de présenter le personnage. Exactement. J'aime mieux ça qu'une personne qui arrive directement sans avertir. Je trouve que ça a plus d'impact comme ça. Ah, puis tu crées aussi ce que les Anglais appellent la hype. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais même dans l'émission, je sais pas si t'avais vu aussi ces petits bouts-là, mais pendant l'émission hier, il y avait des petits bouts de vidéo où que on les voyait comme une caméra à la première personne en train de se diriger vers l'aréna. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai juste vu chercher le chemin. J'ai juste vu le gros segment en fait tout à l'heure. Enfin, le gros segment, il dure une petite dizaine de minutes, je pense, 7-8 minutes. Quelque chose comme ça. Plus ou moins. Ouais. Ou enfin bref. Je sais que je l'ai vu tout à l'heure, donc j'ai pas vu encore toute l'émission par manque de temps, malheureusement. Mais tu penses quoi du fait que ce soit Kane la première victime? Je trouve ça vraiment intéressant parce que t'avais l'équipe Team Elno qui sont séparés. Là, apparemment, on va en parler tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont prévu quelque chose de gros pour Daniel Bryan. C'est les rumeurs, ouais. Et comme ils commencent à lui créer une sorte de, entre guillemets, de vrai personnage, vrai faux personnage si tu préfères. Donc il fallait que Kane, de son côté, tu vois, il ait quelque chose à faire pour séparer bien les deux en fait. Et je pense que là, ce serait vraiment déjà l'occasion parfaite pour laisser Daniel Bryan de son côté. Et ça donne aussi un gros poisson aussi pour la famille Wyatt aussi. Oui, ben déjà, ils se font remarquer parce qu'ils n'ont pas attaqué n'importe qui non plus. Exactement. Il reste à savoir la raison pour laquelle ils ont choisi Kane, mais déjà, ça crée un impact.
Exactement. Parce que c'est pas comme s'il s'était arrivé, il s'était attaqué à Santino Marella. Non, c'est sûr que là, ça aurait passé inaperçu, pour se serait demandé si vraiment on pourrait avoir quelque chose d'intéressant avec eux. Ouais. Par contre, ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est la réaction des fans qui chantaient. Ils chantaient quoi déjà pendant qu'ils sont arrivés, l'ancien nom de. Ouais, Husky Harris. Ouais, j'ai trouvé ça un peu lamentable. Parce que Oui, pour une poignée de fans qui se souviennent encore de ce personnage, je trouve ça un peu ridicule d'évoquer ce nom. C'est un peu comme. Comment il s'appelle? Lord Tensai. Voilà. Que les gens Mais, criaient Albert à chaque fois. Bon. mais ça, je voulais venir, justement, je déteste que les fans fassent ça, parce que si on se rappelle, il y a quelques ou même plusieurs années, on n'avait pas ça des fans qui étaient aussi respectueux quand il y avait un personnage une personne qui changeait de personnage, comme Tugboat. Exactement. Typhoon ne se faisait pas appeler Tugboat, ou Stone Cold ne se fait pas appeler le Ringmaster, Kane ne se fait pas appeler Isaac Henkin. Pourquoi est-ce que là, on a ça aujourd'hui? Ils ont même pas donné la chance, c'était la première fois qu'ils le voyaient. Puis si on se rappelle que ce qui s'était passé l'année dernière, ça avait détruit complètement le personnage de Lord Tensai Exactement. en Ça, moins c'est de sûr. 2 mois. Je veux pas voir ça arriver à Bray Wyatt encore. Les fans ne donnent même pas une chance. Ça, c'est sûr. En tout cas, on peut pas dire que ce soit la faute à Internet. Parce que je pense que si, allez, on va compter sur, allez, admettons 5000 personnes qui étaient présentes à Raw. Il doit y avoir quoi, 3 ou 4% qui doit aller lire les news sur Internet, les rumeurs et compagnie. Donc je pense pas que ce soit ces 4 à 5% de fans, tu vois, qui auraient chanté si fort personnellement. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Et j'arrive pas à comprendre même ce délire, quoi. Je trouve ça. À la limite, bon, pour Albert, bon, tu peux comprendre, c'était des fans un peu plus âgés qui se souvenaient de ce personnage. Tandis que là, j'arrive pas à comprendre. Mais moi, je trouve ça, premièrement, irrespectueux. Je veux dire, il y a un nouveau personnage. C'est pas la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'une personne change de personnage. Là, c'était la première fois qu'il le voyait. Il aurait pas à attendre au moins de voir si ça avait quelque chose d'intéressant à voir, au lieu d'essayer de le détruire immédiatement. Ah, je pense pas que c'est une volonté de destruction, c'est plus, à mon avis, de la conscience, en fait. Ou du trolling. Oui, tout ça, je pense que c'est tout simplement du troll. Mais encore une fois, les trolls, faut pas les nourrir, tout simplement. Non, mais en même temps, qu'ils changent de personnage, c'est une chose, un processus normal parfois. Fait qu'ils n'ont pas le choix de remontrer la personne un jour ou l'autre. Si Ben, c'est juste ça qui leur fait penser à crier et ça. c'est pas ça, mais je vais dire une chose, je suis même content à la limite que bah, c'est arrivé aussi pour un membre du Shield, j'oublie à chaque fois son nouveau nom. Je crois que c'est Dean Ambrose aussi qui est arrivé sous un autre nom, non? Non, Dean Ambrose, Ah non. c'était le Enfin, seul nom. enfin bref, je sais qu'un des lutteurs récemment arrivé, il avait lutté sous un autre nom aussi, c'était plus ou moins, on va dire. Ah bah, Curtis Axel, voilà, je cherchais Ouais, ça. ça. Curtis Axel qui était Michael McGillicuddy avant. Voilà. Donc, à la limite, pour une fois qu'ils ne font pas le délire en disant l'équipe créative n'a rien pour toi, je trouve ça à la limite bien qu'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils disent bon, il y a du potentiel, cette personne a du potentiel, on va lui créer un nouveau personnage. Mais ce coup-ci, comment dire, on va presque lui demander son avis et voir à la limite ce qui pourrait lui correspondre. Et je pense que c'est ça à la limite qui marche. Pareil pour Ryback d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'il avait commencé sous un autre nom. Hein. Si je dis pas de bêtises. C'était pas Skip Sheffield. Voilà, je crois que c'est ça, hein, mais j'ai vérifié. Mais il me semble que c'était ça. Hein. Parce que si on se rend compte, il y a plusieurs personnages qu'on a vus dans le passé qui étaient inspirés de la vraie vie de la personne, comme le Big Boss Man, il était réellement un gardien de prison. Les Smoking Gun, ils jouaient des cowboys, mais avant de faire de la lutte, apparemment, ils faisaient des rodéos d'après ce que j'avais déjà lu. Donc, Ouais. c'est bien qu'ils s'inspirent un peu de l'ancienne vie pour faire les personnages, comme Bob Holly faisait vraiment de la course auto avant. Quelque part, c'est aussi cohérent. Donc j'ai vérifié, Ryback, c'est bien un Skip Sheffield. Puis je pense que même à la limite, si le personnage est totalement inventé, il faut que la personne qui incarne le personnage ait au moins, entre guillemets, je vais dire, allez, 10% de ce personnage dans la tête pour pouvoir l'incarner correctement. Mais je sais pas comment ça se déroule aujourd'hui pour le nouveau personnage. C'est vraiment la direction qu'il choisit ou si le lutteur a un mot à dire, mais dans le passé, c'était Razor Ramon qui avait lui-même proposé le personnage. Et quelque part, s'il l'avait proposé, c'est parce qu'il savait qu'il allait être à l'aise avec. Exactement. Voilà. Tu vas pas proposer une gimmick comme, allez, Sabu le Sandman à
un nouveau venu qui, quelque part, comment dire, n'a pas, je vais même pas dire cet état d'esprit, mais qui ne serait pas capable d'incarner le personnage. Faut aussi que tu trouves le bon personnage pour la bonne personne. Et je pense Exactement. que Daniel Bryan, ce qui lui a joué du tort pendant un moment, c'est qu'il n'avait aucun personnage. Mais Michael Cole disait pas pendant un bout de temps que c'était un personnage comme de nerd ou quelque chose comme ça. Ouais, mais bon, quand tu vois combien de temps ça a duré, et même ils ont mis quand même quasiment 2 ans à monter quelque chose. Bon, même si je trouve pas ça spécialement intéressant, bon, c'est bien qu'ils, quelque part, ils ont pas lâché l'affaire. Mais là, ça fonctionne présentement avec la foule. Il réagit très bien à lui, Oui. puis il crie en même temps. Ils ont trouvé la bonne formule. En même temps, je vais dire, il était temps aussi, parce que tu lui donnais encore 6 mois et la foule réagissait pas, tu le revoyais plus à la télé, c'était sûr. Non, il y a ce danger-là aussi. Ils vont pas continuer d'utiliser une personne si ça fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Ah, encore une mobilette qui passe. Donc, tout est prêt à commencer les prédictions. Bah, quand tu veux, oui, pourquoi pas. Alors, on va commencer avec le kick-off, qui va être le championnat par équipe entre les Usos contre Seth Rollins et Roman Reigns du Shield. J'ai une question, ils ont encore changé le Oui. nom du pré-show. Avant, ça s'appelait pré-show. Oui, Pendant... ça s'appelait pré-show pendant plus ou moins un an, puis depuis le mois dernier, ça s'appelle le kick-off. D'accord. Le kick-off, c'était pas un jeu de soccer sur le temps. Vérifier. C'est pas impossible. Soccer. À vérifier, ça me dit quelque chose. Eh oui, sur Super Nintendo. Ça te rappelle des vieux souvenirs. Ah bah, je crois que je l'ai eu en plus celui-là, donc. Donc voilà. Mais je sais pas. Si tu veux commencer ou je commence. Oh, vas-y, je t'en prie. Mais je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que les Usos présentement sont dans une série de victoires, probablement pour les rendre plus crédibles contre le Shield, qui lui de son côté commence à perdre de plus en plus, peut-être pour nous faire croire aux chances de gagner des Usos. Bah, je pense aussi que à force de monter cette faction qui est le Shield, à force de la monter tout en haut, il arrive un moment, t'es obligé de la redescendre à un niveau pour que ce soit, comment dire, humainement crédible, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, sinon il n'y a plus rien à faire avec eux. Bah Eux, oui. s'ils gagnent tout le temps, il n'y a plus de défi. Puis quand tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipe à la WWE? Quoi, On a les Primetime Players. Rod Sando, ils sont encore là, les Primetime Players? Oui, on les voit pas souvent, là, mais ils sont encore là. Ok. Primo, Unico, je sais pas, ça... peut-être à Superstars ou... Je me souviens pas les avoir vus. Donc tu vois, il reste quoi? Rhodes, Sando aussi? Oui. Donc, et donc actuellement, tu vois, il y a que vraiment 2 équipes qui sont. Donc quelque part, il faut bien aussi, c'est pas tout donner le titre par équipe au Shield, il faut quelque part leur donner des rivalités. Mais est-ce que tu penses que les Usos ont une chance? Bah, à mon avis, pas vraiment. Je pense d'ailleurs même que non. Mais quelque part, il faut leur mettre quelque chose sous la dent au Shield. Et pour que ce soit crédible, il faut quand même monter un petit peu les Usos à un niveau acceptable, on va dire. Ah si, t'as encore une autre équipe, excuse-moi, ça me revient. Oui. Tons of Funk aussi. Oui, vous autres aussi, oui. On les a justement vus hier. T'allais dire? Oui. Ben, ce que je suis en train de chercher parce que je pense que je me suis mélangé les noms. J'avais dit Primo, Unico, mais c'était Primo et Pico, puis il y avait aussi Camacho et Unico. Ah bon? Oula, j'ai pas souvenir de ça. Mais je crois que c'est les dernières dates, c'est Primo et Pico, non? C'est pas ça? Ouais, ça, parce qu'il y a 2 équipes, il y a Camacho, Unico, puis il y a une autre équipe, Primo et Pico. D'accord, ok. Bon, enfin... On les voit pas beaucoup. Donc, moi, qu'est-ce que je verrais, c'est peut-être une défaite qui va faire en sorte qu'il va y avoir un combat retour au SummerSlam entre les 2 équipes. Fait que présentement, je verrais The Shield gagner, mais d'une façon douteuse. Bah, déjà, le Shield gagner de façon clean, ça me paraît très peu probable. Bon, mais je voulais dire peut-être qu'ils vont eux-mêmes se faire disqualifier pour se sauver parce qu'ils vont voir qu'ils sont sur le point de perdre, ou peut-être qu'ils vont avoir l'aide de Dean Ambrose, je sais pas. Enfin, personnellement, en tout cas, clean, ils ne gagneront pas de façon honnête, je pense. Donc, on dirait tous les deux le Shield pour le moment. Moi, je pense, oui, carrément. Le prochain combat, c'était Chris Jericho contre Ryback. Ah.
Oui, ça laisse un silence. Ben déjà, Ryback, depuis qu'il fait plus partie du tableau pour la ceinture, ça me surprendrait pas qu'il recommence à gagner pour peut-être s'aider à regagner un peu de crédibilité parce que pour Y2J, on a déjà dit que son nom il est déjà fait, qu'il gagne ou qu'il perde, ça changera rien. Puis surtout que ça va bientôt en tourner encore, il n'y a pas vraiment besoin de la victoire. Oui, bien sûr, mais dans un sens, à quoi ça aurait servi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre des fois avec la WWE. Ils ont monté Ryback à un niveau tellement haut que là, ils l'ont descendu tellement bas pour le rendre à peu près humain, entre guillemets. Mais ça sert à rien de monter quelqu'un comme étant une machine de guerre survitaminé comme Ryback et puis quelque part, 2-3 mois après, lui faire quasiment faire le début de la carte. C'est ça quelque Oui, part mais qui est ridicule. non, ça qui est dommage, surtout il y a eu plusieurs chances pour la ceinture depuis, je pense, octobre ou novembre dernier. Puis il a toujours échoué à chaque fois. Quand dans les émissions de télé, pourtant, il a l'air d'un monstre indestructible. Surtout, je pense qu'une grosse erreur stratégique qui a été faite avec lui, c'est de le faire changer de catégorie. De babyface, que la foule en voulait plus. D'un seul coup, pof, allez, ils font passer de l'autre côté. Et j'ai pas trouvé ça. Tu peux remarquer même, à la limite, dès qu'il est passé. Allez, on va parler façon gentillée chez les méchants. Ils lui font plus faire des gros résultats. Hein. Tu peux remarquer ça. Euh, je, je me demande s'il avait pas mis heel ou ben méchant justement parce qu'il manquait de personnes de ce côté-là pour affronter CM Punk qui à ce moment-là était du côté des bons. Parce que quand Ouais, il a bien sûr. commencé à affronter pour la ceinture, c'était CM Punk le champion. Mais je pense que quand tu établis une forte personnalité comme ça et que tu veux lui faire arriver au sommet, faut pas le faire changer aussi rapidement de catégorie. Sinon, les fans, ils comprennent plus rien après. Je pense que c'est Ouais, vraiment. Je pense que c'est plus ou moins ce qui est arrivé. ouais, ça a été trop direct aussi. Parce que je me souviens encore, il y a même pas un an, on entendait les films morts, puis ce genre de Ouais, tandis que, mots-là de la foule, mais aujourd'hui c'est pratiquement silencieux. en même temps, c'est peut-être pas non plus, je pense, quelqu'un qui faisait vendre beaucoup de merchandising. J'ai pas les chiffres, je pourrais Je- pas dire par exemple. Mais donc c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, bon, allez, puisqu'il lui manque des heals, on va le changer, on va le basculer, on va le changer de catégorie, et puis, bah, advienne que On va pourra. voir ce qui va arriver, ouais. Ouais. Donc toi tu verrais Jericho, Bah, je vais dire Jericho Ryback? parce que je vois pas vraiment. Ryback, je sais pas vraiment ce qu'ils en font, donc bon, je vais plus aller sur une valeur sûre. Ok, donc toi Jericho, moi Ryback. Le prochain combat c'est le combat Money in the Bank pour le titre du monde à SmackDown. Les participants c'est Cody Rhodes, Damien Sandow, Wade Barrett, Jack Swagger, Van Dan Go, Dean Ambrose et Antonio Cesaro. Ouais. Petite question. Est-ce Ouais. que dans ces noms, tu vois un favori légitime pour le titre? Euh, euh, Quelqu'un qui n'aurait pas eu sa chance et quelqu'un qui n'a pas lutté récemment pour un autre titre. ben, moi, ce que j'avais vu, c'est que j'avais l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de surprises nécessairement dans ce combat-là, mais puisque le procès de Jack Swagger est terminé, probablement qu'ils vont reprendre là où ça s'est arrêté pour lui, puis ils vont le faire remporter la mallette. Eh ben, tu sais quoi, je te suis là-dessus parce que moi, c'est ce à quoi je pensais. Mais je me demande si Antonio Cesaro, qui est devenu un peu son allié, il pourrait pas l'aider pour la victoire. C'est possible aussi. En même temps, je me dis qu'il y a un autre scénario possible, ce serait qu'il s'amuse à pusher Dean Ambrose vraiment super haut, mais il faudrait que de l'autre côté, il lui fasse perdre le titre. Enfin, sa ceinture. Des États-Unis. Voilà, des États-Unis. Ouais. Parce que si tu regardes Antonio Cesaro, d'après moi, il est pas nécessairement prêt pour la ceinture. Exactement, oui. Fandango, il est encore Enfin, quoi, ça fait 3 4 mois qu'il est arrivé, c'était. D'après moi, ils doivent attendre plus longtemps que ça pour donner une chance au nouveau. Sinon, il y a comme pas de montée des échelons qui se fait quand c'est trop rapide. mais pour Cesaro, à la limite, si tu dis qu'il n'est pas prêt, c'est pas de sa faute à lui. C'est la faute à l'équipe Non. créative lui ont donné des personnages de merde depuis son arrivée. Non, j'ai pas dit qu'Antonio méritait pas, mais simplement que pour le moment, avec ce qu'on a, je le verrais pas sauter aussi haut d'un coup
passer d'un Oui, bien sûr, oui. stable à devenir l'aspirant numéro un. Parce qu'apparemment, j'ai vu que lors de la dernière tournée au Japon de la WWE, il y a eu une série de matchs entre Jericho et Cesaro, et les fans ont vraiment apprécié, apparemment. Ah, mais ça ne me surprend pas du tout. Mais apparemment, il faudrait que je vérifie, mais je crois que Cesaro, sous le nom de Claudio Castagnoli ou un truc comme ça, il a dû catcher un peu au Japon. Donc il faudrait que je vérifie. Pendant que tu cherches ça, est-ce que toi tu crois que Cody et Damien ils vont bien s'entendre et coopérer ou ça va plutôt tourner à la chicane? Bah, je pense qu'ils vont tout simplement pas faire de. Comment dire? Pas faire d'histoire entre les deux. Je pense que c'est pas le but vraiment de ce match. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Ben, si on se fie à ce qu'ils ont dit en entrevue hier, ça va pas leur nuire à leur équipe. Je veux dire, ils vont pas voir ça comme personnel ou quoi que ce soit. Ok. Non, mais moi je pense vraiment qu'ils vont pas trop s'amuser à. Disons qu'ils sont en manque d'équipe actuellement, je pense qu'ils vont pas trop s'amuser, tu sais, à le. Même, je vais pas dire à le décrédibiliser, mais ils sont déjà en. À mettre la chicane dans l'équipe. Voilà, oui. Alors apparemment, j'ai regardé, j'ai aucune trace de. Attends, je pense que ça liait peut-être. Alors attends, ça va être vite réglé, j'y suis presque. Non, apparemment aucun passage au Japon. Peut-être il y a du, peut-être lors de certaines tournées avec la Ring of Honor ou des choses comme ça, mais apparemment. Peut-être, mais attends, il s'est fait remarquer. Ah si, Pro Wrestling Noah. si. Apparemment, il a été là-bas en 2008, 2010 et 2011. Donc, tu vois, de façon épisodique, on pourrait dire. Puis on sait que la foule japonaise, une fois qu'il y a des Américains auxquels ils ont accroché, ça reste assez longtemps. Tu peux voir Jericho, il a dû faire un passage il y a quasiment 20 ans chez eux. Ça fonctionne toujours autant. Oui, d'ailleurs, je me demande... Ah non, je confonds avec Chris Benoit qui avait la limite de Tiger Mask, il me semble. Faudrait que je vérifie. Hein, mais je sais que Chris Benoit avait lutté là dans des tournois, oui. Non, Chris Benoit, il y a eu un match contre Tiger Mask numéro 3 et il avait la gimmick de Wild Pegasus. Je m'en souviens maintenant. Mais les deux, il y avait été au Japon. Je pense que Jericho aussi y avait été. Ah oui, bien sûr. À la même époque, il me semble d'ailleurs. Faudrait que je vérifie ça. Je vais dire ça très rapidement. Alors, début de carrière. Je vais te dire ça très vite. NWA, non. Il a fait un passage aussi à la CMLL. C'est une fédération mexicaine qui est assez connue. Il a fait un passage à la... Waouh, c'est craqué ça. Frontier Martial Art Wrestling. Eh ben, FM-AW. Je me souvenais pas de ça, tu vois, de cette fédération. Mais il a fait plusieurs compagnies quand même, lui, au cours de sa carrière, avant d'arriver dans les grosses compagnies. Apparemment, il a fait aussi une petite... Ah non, je dis de conneries. Attends, sur quoi j'ai... C'est ce que j'allais dire, que les lutteurs, justement, de l'époque... Excellent, par contre, il a fait faire quelques apparitions à une fédération qui s'appelle Wrestle and Romance. WAR, ça s'appelle. C'est une fédération assez bizarre, d'ailleurs. Je la connais pas. Apparemment, ils ont eu aussi Bam Bigelow. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Landstorm aussi, Bob Backlund, Rey Mysterio Jr. Tu vois, ils ont quand même eu du beau linge là-bas. Et Ultimo Dragon aussi, bien sûr. Wow. Mais ce que j'allais dire, c'est que justement, ce qui était bien à cette époque-là, comme dans les années 70, 80, 90, c'était que les lutteurs avant, ils faisaient plusieurs petites compagnies indépendantes avant d'arriver dans les grandes compagnies. Comme ça leur permettait de prendre l'expérience. Contrairement maintenant où ils sont dans une école puis ils passent tout de suite dans le roster principal. Puis surtout, tu faisais quelques compagnies indépendantes, tu faisais 1 an ou 2 au Japon et tu revenais aux États-Unis avec l'expérience. Exactement, oui. Parce que je pense que si tu es capable d'être accepté là-bas au Japon en tant que catcheur crédible, entre guillemets, je pense que tu peux réussir aux États-Unis sans trop de problèmes. Exactement, oui. Parce que c'est une foule quand même qui connaît ces choses au Japon. Ils sont très respectueux des talents, mais il faut pas non plus leur offrir de la... Je peux pas dire être vulgaire, faut pas leur offrir... Oui, de la merde, bon, tu peux le dire. Ouais, la merde.
Mais c'est pour ça que justement, eux autres, ils sont respectueux longtemps parce qu'ils savent reconnaître ceux qui sont vraiment là pour la passion, contrairement à eux qui sont là pour la gloire et l'argent. Puis il y en a eu des tonnes qui ont su réussir peut-être même plus au Japon qu'aux États-Unis. Vader par exemple, Vader, c'est carrément c'est plus qu'une légende là-bas. C'est un dieu. bon, pas loin, mais c'est quelqu'un, je pense, dans les années 80, début 90, qui faisait vendre énormément de places de spectacle. Hein. Je pense que les gens, il y avait Vader sur la carte, ils cherchaient pas à comprendre. Hein. Non, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a attiré beaucoup plus là-bas qu'ici, il l'a jamais fait. Ben, malheureusement, oui. Malheureusement. T'as eu aussi des catcheurs aussi qui ont fait vraiment leur réputation là-bas, comme Mick Foley d'ailleurs. Mick Foley, il y avait Terry Funk, les Road Warriors, ils ont été plusieurs fois aussi dans les années 80. Je cherche. T'as Sabu aussi qui a lutté pendant un bon moment hein, pour la FMW, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Là, j'ai pas le nom sur le. Il me semble que c'est ça. Faut que je vérifie, mais. Alors. Sur quelle langue? C'est en finlandais, ça? Non, ça va pas. J'ai cliqué sur une page en finlandais. Alors, tu parles pas le finlandais? Non, pas tout à fait. Apparemment, ils ont eu Terry Funk aussi, tu vois, la FMW. Sabu, ouais. Landstorm aussi, tiens. Jericho aussi. Donc Foley, on l'avait dit. Qu'ils ont eu quoi aussi? Hayabusa, en même temps, c'est un peu logique. Ouais, ils en ont eu vraiment pas mal. Ils ont même aussi, si je dis pas de bêtises. Ah, Mister Pogo aussi. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est pas bien grave. Donc là, ils ont eu quand même du beau linge. Mais c'était une fédération plus hardcore encore que la UCW. Donc, ben, je sais qu'il y avait des compagnies au Japon que tu peux te battre avec des explosifs comme du T4. C'est ça, c'est la FMW. Mick Foley avait été boulé dans un tournoi aussi. Il y avait eu. Je pense qu'il y avait comme une trappe à scorpion au milieu du ring. Oui, dans un certain combat. Ça, c'est les combats qu'ils appellent les deathmatch. Dans la Dayton, t'as les explosive deathmatch, barbwire deathmatch ou des choses comme ça. C'est souvent assez kitsch et assez ridicule. J'ai souvenir d'un deathmatch entre Terry Funk et je sais plus qui, un lutteur japonais, où le ring devait exploser. Je sais pas si t'as déjà vu cette. Oui, ben c'était le IWA Deathmatch, je pense. Ouais. Et le ring devait exploser, donc tout le monde se dit ça y est, ça va exploser. Puis ça fait un toute petite explosion de rien du tout. Ou même Terry Funk qui regardait à gauche et à droite en se disant c'est ça votre explosion. Mais c'est des choses qu'on verrait jamais ici non plus. Le plus loin qu'on était avec le feu, je pense, c'était les Inferno matchs. Oui, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que c'est pas des matchs. Non, c'est dangereux. Bah, sans parler de l'aspect dangereux, c'est des matchs, tu les vois même encore maintenant. Hein. Tu dis, voilà, c'est vraiment. Ils sont même à la limite presque pas intéressants en fait. Non, ben, ouais, ça revient au trop, c'est pas assez. Exactement. Donc, pour revenir au combat, tu disais que tu prenais toi aussi pour Jack Swagger? Bah oui, ça me paraît quelque part logique. On va revenir après pour le titre du champion du monde et je pense qu'ils vont revenir là où ils en étaient. Bon, on va en parler après, ce sera plus simple. Ok. Donc, je vais passer tout de suite à l'autre combat de l'échelle Money in the Bank, cette fois-ci pour le titre de WWE. Dans les participants, on retrouve CM Punk, Daniel Bryan, Rob Van Dam, Christian, Kane, Randy Orton et Sheamus. Oh punaise. Là, c'est très difficile. Contrairement au combat précédent. T'enlèves Orton et Sheamus, c'est le match, écoute, c'est quasiment un dream match, quoi. C'est un truc de fou. Et ça s'appelle déjà All-Star, le combat aussi. Ah ouais, bah, il y a de quoi. Parce que Kane, à la limite, certains pourraient dire, ouais, mettre Kane dans un match comme ça. Généralement, dans les Money in the Bank, il a toujours fait des très grosses prestations. Il a toujours été là pour servir d'amortisseur pour un gros spot. Oui, ben il est grand, fort, donc Donc quelque part, voilà, s'il s'agit de rattraper quelqu'un au vol après une grosse chute, bon. Kane est là. Voilà. Donc ça me paraît cohérent de le voir là-dedans. Mais quand j'ai regardé la carte, c'était dimanche soir et j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas mal. Mais moi, j'ai du mal à déterminer qui pourrait gagner. Déjà, Kane, je me dis qu'il gagnera peut-être pas parce que avec l'attaque de Wyatt Family, peut-être qu'ils vont intervenir encore pour le faire perdre. Donc, je pourrais le barrer de la liste. Mais attends, avant, faut que je vérifie une connerie parce que. Alors, attends,
faut que je vérifie avant de raconter encore. Ouais. Bon. C'est des barbus, la Wyatt Family. Il y a un barbu, je prends dans le lot. Est-ce qu'il ferait pas, tu vois, un gang de barbus, tu vois, avec Daniel Bryan? Il s'attaquera à Kane pour permettre à Daniel Bryan d'avoir la ceinture. Non, je suis en train de digresser, là, mais c'est pour rire que je dis ça. C'est Daniel qui les a engagés. Peut-être bien. Non, je sais non, pas je plaisante. Non, ça fonctionnerait pas. Non, je plaisante. Sheamus, personnellement, j'aimerais pas ça le voir. Déjà, on a entendu dire hier qu'il était celui qui a eu le plus gagné de combats cette année avec 100 victoires en 123 combats. Ah ouais, d'accord. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'il y a énormément gagné en 2013. Mais déjà, le monde, il se plaigne souvent de John Cena qui gagne tout le temps, mais Sheamus, c'est quand même le premier sur la liste, puis John Cena est même pas dans le top 3. Oui. Personnellement, je sais pas, parce que CM Punk, bon, c'était prévu à la base qu'il prenne un peu de temps libre. Bon, il a arrêté quoi 2 mois, tout cassé environ. Puis déjà, on sait que le champion, c'est lui qui l'aura la plus difficile, fait que peut-être ça ne tente pas de retourner la date tout de suite. Je pense qu'il y a une future confrontation avec Lesnar arrivée pour le SummerSlam. Oui, donc la ceinture n'est pas nécessaire pour lui. Donc on peut déjà rayer CM Punk. Randy Orton, est-ce que vraiment il y a une attente là-dessus? Est-ce qu'il y a limite quelque chose qui le pousserait à aller dans cette direction? Il n'y a rien. Non, bien. Kane, bon, on vient d'en parler. Voilà. Christian et Rob Van Dam, c'est deux qui reviennent. Ça ferait extrêmement plaisir à une certaine catégorie du public. Ben, déjà, moi, je me dis, Rob Van Dam, ça fait 1 mois présentement que le retour était annoncé pour le pay-per-view. Oui. Est-ce que vraiment, il en aurait annoncé autant que ça pendant 1 mois pour le faire perdre à son combat retour? Bah, en même temps, là, celui qui décroche la ceinture, c'est pas comme si il faisait le compte de 3, tu vois, à son adversaire. Donc, c'est juste décrocher une mallette. Quelque part, ceux qui n'ont pas décroché la mallette, ils n'ont quelque part pas perdu, techniquement. Non, techniquement pas, non. Donc, mais à la limite, ce que j'aimerais, tu vois, dans ce combat, c'est qu'il y ait une vraie rivalité entre Rob Van Dam et Christian qui se monte. Tu vois, autour de la ceinture ou juste en préparatif? Pas vraiment autour de la ceinture, mais qu'à l'issue du combat, ils arrivent à faire une sorte de confrontation entre ces deux-là pendant quelques mois. Déjà, ce serait quand même assez sympa, parce que c'est deux qu'on n'a pas vu. Christian, il a quand même été blessé assez longtemps. Rob Van Dam, il a eu, à mon avis, il a fait la bêtise de partir ailleurs. En même temps, il faut dire aussi qu'il a fait aussi quelques... il y a eu un peu des problèmes, un peu comme Jack Swagger. Hein. Faut pas non plus aussi le cacher. Non. Il y a eu aussi des petits problèmes. C'est pas secret pour personne, il s'en vante. Ouais, ça c'est quelque chose que je trouve... à titre personnel, pour être passé dans ce genre de cas, c'est généralement quelque chose dont tu ne te vantes pas. Parce que quelque part, ça va te retomber sur le coin du nez un jour ou l'autre. Mais ce que tu as dit il y a quelques minutes, ça me donnait une idée. Je sais pas si ça fonctionnerait si Rob Van Dam et Christian décrochaient la mallette exactement en même temps. Ça créerait un combat entre les deux pour déterminer lequel a vraiment gagné. Je te dis, j'aimerais vraiment qu'ils fassent quelque chose avec ces deux-là, parce que quelque part, c'est cohérent de mettre deux vétérans ensemble, tu vois, pour un combat annoncé comme étant leur retour à tous les deux. Même si Christian, il a dû faire 1 ou 2 matchs, je pense, depuis qu'il est rentré. Ça va faire 2-3 semaines qu'il est de retour, oui. Donc, quelque part, je trouverais ça cohérent. Après, bien sûr, il faudrait pas que cette rivalité elle dure longtemps pour aussi servir de tremplin. Pour qu'aussi que ces deux superstars servent de tremplin à des plus jeunes lutteurs, on va dire. Puis Daniel Bryan, dont on n'a pas parlé, on l'a vu décrocher la manette hier à la fin de l'émission, mais déjà on parle que dans les rumeurs qu'il pourrait affronter John Cena au SummerSlam. Si c'est le cas, ça serait pas nécessairement utile de lui donner la mallette. Puis peut-être que le fait de l'avoir montré hier en train de la décrocher, c'est pour nous faire croire qu'il va gagner, mais ça va être autre chose qui va se passer. C'est possible aussi. En même temps, je me dis, il y a 2 scénarios possibles. Ou CM Punk, il prend la ceinture pour... Enfin, il prend la mallette pour faire je sais pas quoi, et ça, j'arriverai pas à comprendre. Ça, c'est quelque chose qui me paraîtrait un peu incroyable, mais comme actuellement, j'ai l'impression que pour certaines choses, ils sont un peu à court d'inspiration. Pas pour tout d'ailleurs, mais je me dis que ce qui empêcherait Daniel Bryan de décrocher la mallette, ce serait quelqu'un qu'on a cité au début en disant ce sera pas possible, et ce serait Randy Orton. Faudrait quand même un changement parce que pour tout de suite, je parle personnellement, pour moi, il n'a pas mon intérêt du tout.
Qui ça? Randy Orton. Pareil, pareil. Mais comme ces 3-4 dernières semaines, il y a une grosse rivalité entre les deux. Quelque part, je le voudrais pas. Vraiment, je le voudrais pas. Mais je me demande si on va apprendre la vérité pour CM Punk et Paul Heyman. Parce qu'il avait dit, Paul, que c'était pas lui qui avait envoyé Brock Lesnar l'attaquer. Je me demande si on va savoir la vérité, si vraiment c'est vrai que c'est pas Paul qui a envoyé Brock pour attaquer CM Punk, ou si il lui joue dans le dos puis c'est vraiment lui qui a donné l'ordre à Brock de l'attaquer. Ouais, je pense que ça va se goupiller le lendemain de Raw ou un peu plus tard pour monter le... Parce qu'ils font un gros match pour le SummerSlam. Ben justement, si CM Punk et Brock s'affrontent, peut-être que Brock va apparaître au pay-per-view pour faire perdre CM Punk dans le combat de l'échelle. Ouais. En fait, c'est rigolo, parce que quand j'ai regardé la carte, c'était dimanche et encore hier, je me suis dit une chose, c'est qu'on allait avoir du mal à trouver un vainqueur pour ce match-là, et je m'aperçois que ça fait déjà quasiment 10 minutes qu'on en discute, et il n'y a aucun scénario qui se détache des autres, donc... Mais parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est tous des gros noms. Ils pourraient tous porter la ceinture. Donc, on a plusieurs scénarios possibles. Là. Ouais, là, Mais s'il faut prendre une décision tout de suite, je vais dire Rob Van Dam. Écoute, je peux dire Joker et ne pas choisir. Non, enfin, faut que je choisisse. Non, essaie d'en choisir un. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Trouve-toi un 25 cents à 7 côtés s'il faut, mais choisis un. Bon, on va faire par élimination. Donc celui-là non, celui-là non. Là non plus. Allez, je vais dire Daniel Bryan, mais vraiment sans conviction, vraiment. C'est peut-être ton coup de chance aussi, on va voir. On verra bien, oui. Donc, on va passer tout de suite au prochain combat entre Caitlyn et AJ Lee pour le championnat des divas. Bon, là, ça va aller vite. C'est AJ qui va garder sa ceinture. Ben déjà, elle joue beaucoup sur les nerfs de Caitlyn en intervenant dans ses combats depuis quelques semaines. Donc, je me demande si Caitlyn lui prépare pas quelque chose pour dimanche pour la distraire. Puis quelque part, je sais pas si tu vois actuellement, Dolph Ziggler, il a l'air d'être un peu... c'est ce qu'on appelle en France avoir le cul entre deux chaises. C'est quelque part, il est un peu détesté du public, et d'un autre côté, il est aussi très apprécié. Donc, ben là, il a l'air de vouloir faire un face turn, ouais. En même temps, il a l'air de vouloir renouer avec AJ. Donc, quelque part, je me dis, est-ce que les deux, est-ce que les deux se sépareraient pas, en fait Mais quelque part, Caitlyn reprendre le titre, bon, même si elle a fait énormément d'efforts, j'ai pas envie de revoir ça, vraiment. Non, moi non plus, je voudrais qu'AJ garde la ceinture, mais je me demande si... Ce que je viens de dire, qu'elle pourrait peut-être trouver quelque chose pour distraire AJ pour se venger de tout ce qu'AJ lui a fait dans les dernières semaines. Si ça serait pas Dolph Ziggler qui jouerait un jeu avec AJ, puis qui serait de mèche avec Caitlyn. Ou alors, le remake de Daniel Bryan contre Sheamus, je sais pas si tu te souviens de ce match, qui a duré 17 secondes. Combat de 18 secondes. Ou avant le début du match, tu vois, AJ fera un bisou à Dolph Ziggler, et puis 1, 2, 3, et puis voilà, nouvelle championne. Bon. Ce serait un peu... C'est pas impossible. Mais... quelque part, ce serait un peu rigolo, quoi. Mais... Oui, ça serait drôle, mais j'aimerais voir AJ garder la ceinture. Pareil, oui. Donc, le prochain combat, le championnat intercontinental entre The Miz et Curtis Axel. Dans un sens, je pense que le combat a lieu parce que au pay-per-view de Payback, c'était Curtis Axel qui avait volé la victoire à Miz, qui était sur le point de remporter avec la prise en 4. Donc, d'après moi, le combat a été fait justement pour que Miz puisse se venger un peu. Le combat est 100% légitime. Au vu du match, justement. C'était un Fatal 4-Way, si ma mémoire était bonne. C'était un Triple Threat, non? Parce que Fandango devait être là, mais il avait été blessé. Il avait été remplacé à la dernière minute par Curtis Axel. Attends, faut que je vérifie. Mais... C'était Wade Barrett, Miz et Curtis qui avaient participé au combat. Alors, attends. Oh, je trouve pas ça, c'est bizarre. Alors, apparemment... Non, je trouve pas ça, c'est assez étrange. Bon, enfin, c'est pas quoi, tu trouves pas? Ben, je trouve pas ce que je cherche, en fait. Donc... Non, mais... C'est quoi tu cherchais? Ben, si c'était vraiment un Fatal 4-Way, et apparemment... Non, apparemment, c'est un Triple Threat. Je sais plus exactement, enfin... Je sais que le match était quand même assez pas mal. Alors, attends.
résultat, voilà, tout en bas de page. Si j'arrive à le lire, bien sûr, ce serait super. Ah non, t'avais raison, c'était un triple threat match. Parce qu'au début, Curtis était pas dans le combat, c'était Fandango qui était avec Barrett et Miz, mais il y avait une commotion, puis il avait été remplacé par Curtis. Ouais. Donc, d'après moi, le combat, parce que le Miz allait remporter contre Barrett dans la prise en 4, mais Curtis est arrivé pour faire le tombé sur Barrett à la dernière seconde. Donc, d'après moi, le combat, il est logique pour ça, parce que le Miz veut avoir sa vengeance. Et cela dit au passage, cette fin de match, je l'avais vraiment trouvée très intéressante. Oui, moi aussi. C'est quelque part le genre de choses que tu n'as pas... que tu vas pas te dire, ben, c'est à ça que je vais assister ce soir, quoi. Non, parce que c'est utilisé très rarement comme ça. Justement, c'est l'effet de surprise. Oui. Mais je vois pas, par exemple, Miz gagner. D'après moi, Curtis est dû pour un long ring. Je veux pas qu'il perde tout de suite. Bon, moi, je te suis là-dessus, parce que de toute façon, le Miz, c'était un peu l'abonné des pré-shows, enfin des kick-off maintenant, parce que ça a encore changé de nom. Donc, bon, quelque part, c'était logique de faire une revanche entre les deux, mais bon, voilà quoi. Je pense que les bagages sont prêts et voilà quoi. Il n'y a même pas à discuter. Donc, pour le championnat du monde, on a Dolph Ziggler qui va tenter d'avoir sa revanche sur Alberto Del Rio. Déjà, je suis un peu déçu que Dolph l'ait perdu aussi vite. Oui, mais de la façon où ils l'ont fait perdre le dernier match, je pense que quelque part ça serait pas mal. Parce que je pense que ce qu'il aurait fallu à Dolph Ziggler, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas cet accident où justement il ait eu cette commotion. Tu vois, qui monte les échelons un à un sans s'arrêter. Tandis que là, ça l'a fait arrêter à un moment. Et quelque part, le faire redescendre de 2, voire 3 paliers, ça va permettre, s'ils ont toujours cet espoir d'en faire un grand nombre, voilà, ouais. Donc, mais déjà, je trouve qu'il était chanceux parce qu'à une certaine époque, il y avait une règle disant que si tu défendais pas ta ceinture 30 jours, à l'intérieur de 30 jours, tu la perdais automatiquement. Ouais. Tandis que lui, il était parti 5 ou 6 semaines. Donc, il a dépassé de beaucoup les 30 jours, donc il était chanceux de l'avoir encore. Non, mais je pense que pour ce match, ça va être Alberto Del Rio qui va gagner et qu'on va voir... allez. Je sais pas. Quelque part, je trouverais ça cohérent, tu vois, qu'ils reprennent la rivalité avec Swagger comme tu l'avais annoncé tout à l'heure. Ça pourrait arriver, ben moi je vais prendre Ziggler par exemple. Ok. J'aimerais ça le revoir reprendre sa ceinture. Ouais, enfin, moi j'aimerais bien le voir reprendre sa ceinture, mais avec une suite cohérente en fait de trucs en fait. Pas que le titre il change de main comme ça constamment. Mais pour le moment tu verrais Alberto gagner. Oui. Parce que là actuellement ils le remettent en heel et je trouve que en babyface je le trouvais pas intéressant au niveau de son personnage, donc quelque part... Ouais, il joue mieux les heels que les babyface. Bah, en même temps il a un peu débuté aussi comme ça, donc quand tu as pris tes marques aussi pendant un petit moment, c'est difficile de casser les mauvaises habitudes. Il y en a qui sont bons dans les deux rôles, mais dans son cas, on peut vraiment dire que c'est sa place dans le cadre des méchants. Exactement. Pour ce qui est du championnat de la WWE, on a eu une surprise avec le faux speech de retraite de Mark Henry qui va avoir sa chance contre John Cena. Ouais. Ben déjà, je sais pas pour toi, mais je trouve que son speech, ça a été son meilleur travail au micro qu'il a jamais fait depuis qu'il est dans la compagnie. Oui, mais enfin, le problème avec Mark Henry, c'est qu'à chaque fois où ils essaient d'en faire quelque chose, il se blesse. Donc là, j'espère vraiment qu'il va pas se blesser. C'est un peu le Rey Mysterio des poids lourds. Parce que c'est malheureux, pendant tant d'années, ils en ont rien fait. Pendant tant d'années, il était blessé. Il y avait d'énormes problèmes à la nuque, il me semble. De mémoire, je ne sais pas, mais je sais qu'il est souvent blessé au genou, au bras. Mais il me semble que c'était ça. Mais quelque part, je trouverais ça vraiment qu'ils en fassent quelque chose d'intéressant, même s'il est très proche de sa fin de carrière. Faut pas s'en cacher. Non, c'est sûr qu'il lui reste plus plusieurs années non plus. Je pense qu'à mon avis, d'ici 1 an ou 2, je pense que ce sera la fin pour lui, quoi. Et c'est marrant. Mais est-ce que tu penses que ça va être présentement sa chance de gagner la ceinture ou on s'en irait plutôt vers un combat entre John Cena et Daniel Bryan, comme les rumeurs le disent pour le SummerSlam? Bah, quelque part, je me dis que ça serait dommage d'avoir
enfin pouvoir amener Mark Henry à un niveau intéressant, on va dire, et de vraiment ne plus rien en faire d'un seul coup. Parce que dans cette catégorie des super poids lourds, t'as plus grand chose. T'as Kane qui est sur sa fin de carrière, t'as l'Undertaker qui lutte très peu. Une fois par année, ouais. Et encore, des fois même une fois par an, on se demande s'il va être en état. À part ça, il reste, on pourrait dire peut-être Tensai, puis Odus Clay, mais Ouais, enfin, c'est pas les meilleurs poids lourds non plus. voilà. On dit que le Mark Henry, c'est quand même l'homme le plus fort du monde. Donc quelque part, il y a du potentiel, il y a quelque chose à en faire. Oui, on peut le prendre comme une menace sérieuse pour Jon Snow aussi. Oui. Et quelque part, moi, je trouverais ça bien, tu vois, qu'il lui donne un règne, on va dire, de quelques mois. Parce que Oui, John Cena, malheureusement, sa carrière, elle est faite aussi. Il n'a plus vraiment besoin de... Non, bon, on l'a vu en 2012, il a pas eu la ceinture, puis ça a quand même été pas si mal que ça pour lui, même s'il perdait souvent, il a pas vraiment perdu de force auprès de ses fans. Oui. Et à la limite, même si on va aller plus loin, bon, sa carrière à John Cena, elle est faite, d'accord. Mais actuellement, je pense que la WWE, elle essaie de miser actuellement sur un show de TV-réalité. Je sais pas si tu as vu ça Oui, Total Divas. avec les divas, voilà. Et je pense qu'on va beaucoup voir John Cena et Daniel Bryan là-dedans, du fait que les deux sortent avec Brie et Nikki Bella. Donc, quelque part, on va forcément les voir à la télé. Et je me dis que Mark Henry, ça pourrait être aussi sa chance et avoir le champ libre aussi pendant un petit moment pour pouvoir aussi, quelque part aussi, faire un affrontement Daniel Bryan et John Cena. T'es pas forcément obligé que les deux, l'un des deux ait la ceinture. Non, c'est sûr, déjà on parlait que les jumelles pourraient se rejoindre dans l'histoire pour prendre le parti de leurs amoureux respectifs. Voilà. Et puis quelque part, Daniel Bryan, si ça vient arriver à ce cas de figure, lui, c'est pas la ceinture qui viserait, c'est le prestige d'avoir battu John Cena. Quelque part. Oui, mais déjà c'est pas rien non plus de battre le numéro 1 de la compagnie. Oui, surtout le numéro 1 depuis quasiment 10 ans, si ma mémoire est bonne. Oui, environ. Ouais. Donc voilà. Donc voilà Ça quoi. fait longtemps. Donc moi, je dirais que je voudrais voir Henry gagner, mais je pense que ça va être Cena qui va gagner. Donc ma prédiction, ça va être John Cena. Ben, je te rejoins un peu là-dessus parce que Cena, c'est un peu difficile de prédire quand il va perdre. Parce que généralement, quand il perd, c'est toujours très inattendu. Déjà, comme on vient de dire, il y a eu une mauvaise année 2012. Est-ce qu'il va y avoir une aussi mauvaise année 2013? Ça, j'en doute. Ben, surtout que là, ça fait quand même. Déjà, ce sera pas une aussi mauvaise année que ça. S'il a quand même battu le Rock à WrestleMania cette année. Et il a aussi Mhm. la ceinture depuis quelques moments, depuis qu'il a gagné justement à des mains du Rock. Non? Si je dis pas de bêtises. Oui. Non, non, Non? mais d'après moi, ça peut continuer quand même. Il a eu battu le Rock, il a regagné la ceinture, mais d'après moi, ça s'arrêteront pas là après tout ce qu'ils lui ont fait faire de défaite en 2012. Ouais, enfin, faut voir. Faut voir. Parce que c'est malheureux, mais quand il avait Mark Henry, il avait le titre de la ECW. Je pense que à ce moment-là, il était vraiment, je vais pas dire prêt à exploser, mais c'était vraiment son heure. Mais il s'est blessé, je sais plus exactement comment. Mais Enfin, comme d'habitude, c'est une blessure qui va tout gâcher, là. ouais, Juste au mauvais moment. oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de blessure, il me semble qu'il y avait eu chaque fois une rivalité avec Dave Batista, qui par 3 fois ils ont dû le refaire parce que à chaque fois Mark Henry se blessait. Si ma mémoire est bonne. Par la faute de Batista. Non, pas vraiment. Non. À chaque fois, il montait la rivalité et il me semble que Mark Henry se blessait à chaque fois sans que c'est vraiment de rapport en fait. Si je dis pas de Ok. bêtises, après, c'est une vague mémoire que j'ai comme ça. Non, moi non plus, j'ai plus souvenir vraiment de cette rivalité-là. Bah, ça m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable, je dois l'avouer. Donc, à toi, est-ce qu'il y a un combat que t'attends plus qu'un autre dans la carte de Money in the Bank? Ah, c'est le Money in the Bank pour le titre de la WWE. Attends, c'est quand même, c'est quelque chose. Oui, ben plusieurs gros noms, justement, c'est très difficile à prédire, donc la surprise devrait être là normalement. Après, je vais t'étonner, mais je pense qu'on peut attendre aussi quelque chose d'intéressant du match des divas. Ça Ben, pourrait. ça me surprend que tu dises ça, je connais ton avis un peu sur la division,
Donc le fait que tu dises ça, ça me surprend. Bah, je pense Mais je sais que qu'ils ont du potentiel. ça pourrait être potentiellement intéressant. Surtout que dans la vraie vie, Yes. il me semble que AJ et Caitlyn, c'est deux amis. Donc généralement, quand t'as ton pote avec toi dans le ring, généralement ça te pousse à faire des choses que, quelque part, que Ben, tu sois un peu plus à l'aise, on va dire. la complicité est plus là qu'avec deux personnes qui se Voilà. fréquentent pas. Je me souviens des matchs Eddie Guerrero contre Rey Mysterio, qui au niveau des scénarios étaient mais pourris. Vraiment, je trouvais ça vraiment pas terrible. Pourtant, les matchs étaient vraiment très bons. Oui, je pense que c'était à Halloween Havoc à la WCW qui avait fait un très bon combat. Oui, carrément. Et même les matchs à la WWE, ils étaient pas si mal que ça, de mémoire. À part un match où il y avait Oui. une échelle et où Vicky Guerrero devait intervenir et elle n'était pas arrivée au bon moment, il y avait un problème de timing. Je me souviens que ce match-là Bon, était un petit peu raté à cause de ça, mais... ça peut arriver aussi. Oui, bien sûr, ça faut pas non plus... D'ailleurs, j'étais très surpris qu'elle ait été virée cette semaine, Vicky Guerrero. Oui, ben je sais pas qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Ryback qui le consolé après. Est-ce qu'elle va essayer de le prendre sur son aile pour devenir sa gérante pour qu'il puisse aller se venger pour elle de Triple H chez Stephanie? Quelque part, je me dis que bon, là, actuellement, ils sont en train de monter aussi une rivalité Triple H contre le vieux Vince. Ouais. Mais Vince McMahon, vu l'âge qu'il a, peu importe ce qu'ils feront de la rivalité, il sera pas en état de faire quoi que ce soit. Non, c'est clair, il est presque 70 ans présentement, donc c'est mieux d'y aller plus lentement avec lui qu'il se Voilà. blesse. Donc, quelque part, je pense que si il doit envoyer quelqu'un, comme on dit chez nous au casse-pipe, Vince McMahon, il va envoyer quelqu'un. Il va pas aller tout seul au front. Hein. Puis surtout, on sait que lui, c'était la seule personne qui supportait Vicky hier soir. Donc, il doit être encore de son côté. Peut-être qu'ils vont préparer quelque chose ensemble justement pour se venger de sa fille puis de son genre. C'est bien possible. Donc, quelque part, je me dis qu'il y a aussi quelque chose à attendre de ce point de vue-là. Donc, ça reste à voir. Ça reste à Ouais, voir. peut-être qu'on va y revenir plus tôt qu'on pense. Peut-être au SummerSlam, on sait jamais. Ouais, bon, je pense que ça va venir très rapidement, je pense, cette histoire. C'est quelque chose qui Mm. va arriver à terme d'ici un bon mois, je pense. Ben déjà, les McMahon vont sûrement vouloir continuer la rivalité dans un des plus gros pay-per-view. Puis le SummerSlam, c'est justement l'un des gros événements de l'année qu'ils ont. Donc, oui, c'est possible que ça arrive le mois prochain. Ok. Donc, on va le voir d'ici là. Donc, merci d'avoir accompagné pour les prédictions. Bah, de rien, c'est toujours avec plaisir. Donc, merci à vous aussi de nous avoir écoutés. On se revoit bientôt. Salut! Allez, salut!